bonjour à toutes et à tous. En fait, je ne savais pas que je devais parler. Je pensais que je devais venir applaudir, mais voilà. Donc je vais me hasarder à quelques propos, en commençant par dire que je suis ravi de participer à cette édition de Time World. Il me semble que les gens qui ne croient pas au hasard arrivent toujours à retomber sur leurs pieds. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, ils pensent que souterrainement, il y a une action, une cause, cachée éventuellement, qui a déterminé ce qui est advenu. Et ça me fait penser à une phrase de Wittgenstein. Je dis n'importe quoi, j'improvise. Mais il y a une phrase de Wittgenstein que j'aime beaucoup. Il dit, voilà, je m'attendais en rentrant chez moi à avoir une surprise. Alors il n'y en a pas eu et ça m'a beaucoup surpris. Voilà. Et je pense qu'on a la clé de l'affaire. Et si je lis un petit texte que je cite dans la contribution que j'ai faite à ce livre, c'est un texte de Leibniz qui exclut l'idée qu'il puisse y avoir du hasard. Voilà ce qu'écrit Leibniz. Rien ne se fait sans raison suffisante, c'est-à-dire que rien n'arrive sans qu'il soit possible à celui qui connaîtrait assez des choses de rendre une raison qui suffise pour déterminer pourquoi il en est ainsi et non pas autrement. Autrement, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, même ce qui nous semble se produire par hasard, en fait, est déterminé par une cause cachée. Donc, selon cette définition, le hasard, c'est le purgatoire de la causalité. C'est-à-dire, il y a des causes, elles nous sont cachées, et on interprète ce qui se passe en invoquant le hasard, qui n'existe pas, et le hasard est simplement l'effet de notre ignorance. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées autour de cela, parce que si vous dites que tout événement est l'effet d'une cause qui l'a produit, c'est-à-dire que la cause qui a produit tel événement est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédé. Et vous êtes donc soumis à une régression infinie. Il n'y a plus d'explication ultime, puisque toute cause est elle-même l'effet d'une autre cause, etc. Et il y a, à mon avis, une seule façon d'échapper à cette régression, c'est d'invoquer une cause première. C'est-à-dire une cause qui est déclenchante, mais qui n'est pas déclenchée. Une cause qui n'est pas l'effet d'une autre cause. Une cause avec un grand C. Alors évidemment, ça donne l'idée de création ex nihilo, qui pose elle-même beaucoup de problèmes. Et à mes connaissances, il n'existe qu'une situation dans laquelle on peut voir agir une cause première, c'est quand vous êtes dans un aéroport, expérience lointaine de votre passé, vous attendez dans le hall et on vous explique que votre embarquement va être retardé en raison d'une arrivée tardive de l'appareil. Et donc, voilà, la seule chose que je connaisse qui soit une cause première, c'est le hasard, puisqu'on nous explique que la cause du hasard, c'est le retard, pardon, puisqu'on nous explique que la cause du retard, c'est le retard. D'accord ? Et puis ça a été dit à l'instant, je pense que le refus du hasard conduit, quand on l'alimente avec un certain ressentiment, d'après les cas que je connais autour de moi, alimente le complotisme. Refuser le hasard, refuser la contingence, un virus qui arrive, il est là, il a certainement une cause naturelle peut-être, mais en tout cas il est contingent, mais cet empilement d'événements n'a pas de sens, et le complotisme permet de l'insérer dans un récit cohérent, au nom, non pas de l'irrationalité, comme on le dit trop souvent, mais d'une hyper-rationalité. D'une hyper-rationalité, puisqu'on va insérer dans la même chaîne causale toute une série d'événements qui sont indépendants, et ça va donner du sens à ce qui n'en a pas. Et le refus du hasard, c'est aussi quelque chose qui a alimenté l'histoire des sciences de multiples façons. Ça a été discuté par mes collègues à l'instant, mais le cas qui sera discuté pendant le colloque, dont je vais donner un aperçu, c'est la physique quantique, évidemment, qui est une science évidemment prolifique, passionnante, mais assez simple du point de vue de ses principes. Les principes de la physique quantique, en fait, il n'y en a qu'un seul, à partir duquel on peut dériver tout le formalisme. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. C'est l'idée d'appliquer à tous les systèmes physiques les règles qu'on observe pour les phénomènes ondulatoires. On peut ajouter des ondes de même type les unes aux autres. Une onde électromagnétique peut s'ajouter à une autre onde électromagnétique, et ça fait encore une onde électromagnétique. Une onde acoustique peut s'ajouter à une onde acoustique, ça fait une autre onde acoustique. Donc les ondes de même espèce peuvent s'ajouter entre elles. Et ce principe dit de superposition, on a décidé de l'appliquer à tous les objets physiques, quels qu'ils soient, pour décrire leur état physique.
Ça veut dire en gros que si A et B sont deux états possibles d'un système, par exemple un électron, prenons une particule élémentaire, alors A plus B est aussi un état possible du système. C'est tout, c'est la seule règle. Et cette règle a été interprétée de la façon suivante. Imaginez que vous ayez un électron qui soit dans un état superposé A plus B. A, c'est par exemple l'électron situé à cet endroit. B, c'est l'électron situé à cet autre endroit. Ben, la physique quantique vous dit si l'électron peut être dans A, et s'il peut être dans B, alors il peut être dans A plus B. Et toute la question est, que veut dire A plus B? Et l'interprétation que donne l'interprétation orthodoxe de la physique quantique, c'est de dire que si je fais une mesure de la position d'un électron qui est dans A plus B, il y a une chance sur deux que je le trouve dans A et une chance sur deux que je le trouve dans B. Mais si vous êtes comme Einstein, c'est-à-dire si vous pensez que toute mesure d'un système est une sténographie, c'est-à-dire vous enregistrez une propriété qui est ce qu'elle est et qui serait ce qu'elle est même si elle n'était pas mesurée. Ce qui est d'ailleurs votre posture philosophique quand vous êtes en voiture sur l'autoroute et que vous êtes flashé. Le radar enregistre votre vitesse et vous imaginez bien que cette vitesse qui est enregistrée est celle que vous auriez même si le radar ne l'avait pas mesurée. C'est-à-dire si vous êtes pris avec cette vitesse, vous pouvez toujours écrire à la gendarmerie en fait, ma vitesse n'était pas déterminée. Il y avait tout un spectre de valeurs possibles. Et votre radar a choisi une valeur avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, etc. Vous pouvez essayer, je l'ai fait, ça ne marche pas. Et donc, voilà ce que dit la physique quantique. Mais si vous êtes un philosophe, un physicien réaliste comme Einstein, il dit, si je mesure l'électron dans la position A, c'est qu'il était dans la position A avant la mesure. Et la physique quantique vous dit non, il était dans A plus B. Ce qui veut dire que l'opération de mesure a modifié l'état du système. On est passé de A plus B à A, ou bien de A plus B à B si c'est B que vous avez obtenu. C'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. Et Einstein disait donc, le hasard de la physique quantique est un hasard classique qui est lié à notre méconnaissance des détails fins du système. A plus B ne dit pas tout de l'électron. Si on avait un autre paramètre qu'on appelle caché, par exemple lambda, si lambda vaut plus 1, c'est A qu'on trouve. Si lambda vaut moins 1, c'est B qu'on trouve. Comme on ne connaît pas lambda, on interprète le résultat de la mesure à partir de l'invocation du hasard. Mais si on connaissait lambda, alors on pourrait dire à l'avance, de façon certaine, quel résultat on va obtenir. Il a écrit un article avec deux collègues en 1935, qui est l'article le plus cité de l'histoire de la physique, qui s'appelle l'article EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, avec cette idée que la mécanique quantique est incomplète. Elle ne nous dit pas tout ce qu'on est en droit de savoir d'un système. Il nous manque des informations qui, si nous les connaissions, élimineraient le hasard que nous invoquons. Et Niels Bohr va lui répondre, quelques semaines plus tard, un article qui porte le même titre. Est-ce que la mécanique quantique est complète ou pas? Einstein répond oui, Bohr va répondre non, et ça va alimenter un débat qui va durer pendant des décennies jusqu'à la mort des deux protagonistes, Einstein et Bohr, qui va être prolongé par la suite, et qui va finir par être tranché grâce à une expérience qui a été menée notamment par Alain Aspect en 1980, et qui a conclu, qui a tranché cette question philosophique d'une façon que je vous laisse découvrir lors du colloque lui-même. Ça vous laisse quelques mois pour réfléchir. Merci à vous. Merci beaucoup, Étienne Klein.